Je vous retrouve encore une fois pour 2 semaines de lecture avec moi, tout simplement parce que oui, j'ai du retard au niveau de mes vidéos. Je pense en faire 2 par semaine du coup, parce que je n'ai pas le temps de vous parler de tout ce que je veux vous parler. Et par conséquent, il est obligatoire pour moi d'augmenter en fait mon débit de vidéos, tout simplement. Je pense du coup en sortir une le mercredi et une le week-end, donc le samedi généralement. Donc fin de semaine, j'imagine que ce sera du coup le bilan de lecture de la dernière semaine. Et le mercredi, une autre vidéo sur un sujet différent. Les sorties du mois qui arrivent ou autres. Mais dans tous les cas, je pense que ce sera beaucoup plus simple de faire comme ça. Il y a donc 2 semaines, j'ai terminé un livre en particulier qui a eu beaucoup de hype sur les réseaux, qui n'est autre que Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain. Donc ce livre-ci, écoutez, je trouve l'objet livre assez sympathique, il est mignon, il est joli. Bon, voilà. C'est sorti du coup chez Charleston pour 19 €. Je vous avoue que je ne comptais pas l'acheter dans un premier temps, tout simplement parce que j'ai déjà lu du Sophie Jomain. J'ai toujours trouvé ses récits sympas, mais sans plus. J'ai toujours trouvé en fait qu'il manquait un petit quelque chose qui ferait qu'on retient son livre et son histoire. Mais j'ai fini par craquer tout simplement parce que à l'arrière, on nous parle d'un manoir hanté, d'une mystérieuse lettre et de retrouvailles inattendues. Je me suis dit, ça a l'air assez sympa, surtout pour cet automne. Et je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai énormément envie de lire des livres avec du paranormal. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, je suis preneuse. Premier point dont je dois vous parler sur ce livre, c'est le travail de la maison d'édition. On a certains passages qui sont hachurés en rouge et ce sont tout simplement des passages de lettres. Ces passages ne sont autres que ce qu'on voit juste en bas de la page ici. Et nous avions donc, à la fin du livre, un petit filtre comme ça, donc en forme de feuille. D'ailleurs, n'oubliez pas d'enlever le plastique dessus, parce que moi je ne l'ai pas fait et ça a été une erreur. Et ce petit filtre du coup permet de lire ce que nous avons en dessous de ces hachures. J'ai trouvé ça assez original, assez sympa. Je vous avoue que c'était la première fois que je voyais un livre qui utilisait ce truc-là, et ça m'a plu. Ceci dit, en dehors de tout ça, j'ai quand même été déçue de ma lecture. Ce n'est pas étonnant, je m'y attendais, mais bon. Pour tout ce qui est paranormal, si vous avez envie d'en lire en ce moment, ce n'est pas la lecture phare quant à ce sujet, tout simplement parce que les personnages n'y croient pas et parce que ce n'est pas le sujet en fait principal ici. Là, on est beaucoup plus sur de la romance. Donc bien évidemment, les retrouvailles sont centrales. Les personnages en eux-mêmes, je les ai bien aimés, mais sans plus également. Rien de transcendant finalement dans cette lecture. Oui, on a le côté cosy, on a le côté automnal qui colle parfaitement avec cette période de l'année dans laquelle nous sommes. Pour autant, écoutez, je trouve qu'on a des lectures automnales et cosy beaucoup plus probantes, beaucoup plus sympas à lire et à découvrir que celle-ci. Mes propos peuvent être un petit peu durs, mais écoutez, on est ici pour dire ce qu'on pense. C'est donc le dernier livre de Sophie Jomain que je lirai, je pense, parce que j'en ai lu suffisamment et aucun ne m'a réellement transcendé. On passe à toute autre chose avec Rose in Chains de Julie Soto, qui n'est autre que ce joli livre sorti chez Bragelonne pour le prix de 22 €. Je trouve le prix excessif, ça je vous l'ai déjà dit. On a un jaspage, voilà, mais la qualité est médiocre. Pour autant, ce que nous avons à l'intérieur est très intéressant et m'a beaucoup plu. On est sur une dark fantasy, quelque chose de très sombre, un royaume vaincu et dont les personnages qui y vivaient sont amenés à être esclaves. On a également de la magie, notamment la magie du cœur et la magie de l'esprit qui sont totalement différenciées, chose que j'ai beaucoup aimée car ça joue un rôle extrêmement important en termes de politique dans le livre. C'est d'ailleurs une des thématiques principales de l'histoire, donc la politique et ce qui se joue en fait à la suite du renversement de ce royaume et du coup de l'accomplissement d'un autre. Je sais qu'on parle de cette fantaisie comme de la romantaisie. Attention, je tiens quand même à préciser que la romantaisie est un terme qui n'existe pas à l'origine, c'est de la fantaisie. Point. La romantaisie, elle est là tout simplement pour spécifier qu'on a de la romance. C'est un premier tome, et ce premier tome, quand bien même je considérerais le mot romantaisie comme existant, je ne le placerai pas dans cette liste.
La romance est quasi absente. À mon plus grand plaisir d'ailleurs, quand bien même j'adore la romance, là nous n'en avons pas et j'ai trouvé que c'était nécessaire. Alors oui, on a un début de quelque chose, on comprend bien, mais pour autant, rien ne s'instaure, rien ne s'installe dans ce premier tome. J'ai beaucoup apprécié les personnages également, que je trouve divinement bien construits. Ils sont complexes, ils ont une histoire, on le sent bien. On a des éléments du passé qui ressurgissent de temps en temps comme ça par pop. C'est écrit à la 3e personne, chose que je tiens quand même à préciser parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Personnellement, je m'en fiche complètement. Du moment que c'est bien écrit, que je me sens dans le récit et que j'arrive à visualiser les scènes et autres, ça ne me pose aucun problème. La plume de Julie Soto est excellente dans cette fantaisie. C'est la première fois que je la lis. Et écoutez, j'ai été vraiment ravie de la découvrir. Maintenant, j'attends le 2e tome avec grande impatience, surtout après le cliffhanger de fin. Là, ça promet quelque chose de très mouvementé. Je vous préviens quand même, faites très attention aux trigger warnings, ils sont excessivement nombreux. Pour enchaîner, j'ai lu le 2e et dernier tome du coup de la duologie Les Oiselles Sauvages, sorti chez De Saxus, donc en format relié pour 26,90 €. C'est ce livre-ci, écoutez, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé cette conclusion à la duologie. Les points qui vraiment font que j'aime ce livre sont déjà les points de vue qui changent en fonction des chapitres, ce qui fait que ça apporte un rythme vraiment soutenu à la lecture et ça nous aide à comprendre davantage l'univers, davantage les sentiments des personnages. Le côté politique est forcément toujours très présent dans ce 2e tome et à mon plus grand bonheur parce que c'est ce que j'adore dans les fantaisies, en dehors du fait qu'il y a de la magie bien évidemment. Encore plus ici parce qu'on est sur une oppression des femmes quand même assez perturbante. J'ai beaucoup aimé les retournements de situation, l'aventure en fait qui se dresse au milieu de tout ça et le rôle que chaque personnage féminin incarne. C'est un roman qui pour moi est profondément féministe et même s'il y a quelques points qui pour moi n'étaient pas menés à leur perfection, bah écoutez, j'ai adoré, j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Au niveau de la politique, de la religion, j'ai trouvé qu'en effet ça pouvait être un petit peu plus construit, un petit peu plus réfléchi et expliqué. Il y a certaines choses qui restent assez vagues, ou en tout cas que personnellement je n'ai pas saisi, ce que je trouve quand même assez dommage. Certains événements sont beaucoup trop détaillés à mon sens, donc qui traînent en longueur, contrairement à d'autres qui auraient dû être un petit peu plus étoffés. J'ai ensuite lu Belle Assassine, donc en format numérique sur ma liseuse. Celui-ci, je l'ai lu, c'était un petit peu ma lecture du soir, on va dire, donc avant d'aller me coucher. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Cette lecture était dans ma pile à lire du mois et je pensais que ce serait une dark romance, ce qui est le cas, mais alors pas du tout dans cette vibe-là. Je vous explique. Premièrement, on part sur le point de vue du personnage masculin, ce qui est une chose quand même relativement rare dans les romances, dark romances comprises. On est sur un personnage qui est un enquêteur et qui vient du coup sur les lieux d'une scène de crime où il fait la rencontre du coup de la protagoniste assez dérangée, assez folle, si je peux me permettre. Et j'ai été un petit peu chamboulée, un petit peu perturbée en fait par ces caractères. Ils sont complètement cinglés tous les deux, quand bien même le protagoniste masculin tente de résister à son attirance. Ce que j'ai par contre adoré dans cette lecture, c'est l'enquête autour des meurtres qui se succèdent. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une enquête, tout simplement. Et j'ai trouvé ça vraiment vivifiant pour une dark romance, surtout parce que c'était bien fait. Alors, le plot twist de fin, je m'y attendais, je n'ai pas été surprise. C'est dommage, mais bon, en soi, c'était quand même sympa. Voilà. L'autrice nous fait un peu tourner en bourrique tout le long du livre. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré aussi. Moi, j'aime bien être prise pour une idiote. Hein. Voilà, en littérature, généralement, c'est un peu ça. Les personnages sont également assez travaillés, j'ai trouvé. Alors, ça manquait quand même de détails sur le passif des personnages. Ça manquait un petit peu de profondeur en termes de caractère, mais pour autant, j'ai trouvé ça très sympa, notamment la folie qu'on nous décrit pour le personnage féminin. J'ai fini le mois avec Amber Falls de Alicia Garnier et je l'ai donc terminé le 1er octobre, il me semble.
qui est donc ce livre-ci, très très joli, très kiki. J'avais envie de le lire à cette période parce que il me faisait ressentir un petit peu ce côté cosy de l'automne. Vous voyez? On est sur une petite romance small town, très sympa, très centrée aussi sur la famille, avec un ami qui devient un ennemi et qui devient l'amant. C'est quelque chose que je n'avais jamais lu et j'ai adoré. Écoutez, ça a été sublimement fait. Pour celui-ci, il est sorti chez Nox pour le prix de 19,90 €. Et écoutez, j'ai commencé ma lecture sans m'attendre à grand chose, mais plus j'avançais et plus je me rendais compte que je tombais dans ce côté un peu addictif de la lecture. Je n'arrivais pas à décrocher de ce bouquin parce qu'on a absolument tous les éléments que j'aime en règle générale. On a deux personnages qui ne peuvent pas se blairer, qui s'envoient des piques à longueur de temps, mais qui pour autant ont un passé en commun qui est quand même assez lourd. On a également deux familles très distinctes, très différentes, qu'on décrit par des scènes diverses et variées. On a également cette lutte un petit peu professionnelle qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup parlé également. Et bien évidemment, la famille du personnage principal, je l'ai trouvée extraordinaire. Cette grand-mère qui tire les cartes, qui est à fond dans les plantes, etc. J'ai trouvé ça fantastique. La mère est une véritable pépite d'amour. Bref, ça a été très très beau. J'ai trouvé ce récit émouvant, très touchant. Et à la fois, j'ai parfois ressenti de la frustration, de la colère, et je me disais, mais c'est pas possible. Donc honnêtement, si vous aimez la romance, lisez-le, car il est sublime. Pour terminer, j'ai lu le tome 1 d'Anna Whitten, For the Wolf, donc qui est ce livre aussi sorti chez Big Bang. L'objet livre absolument splendide. Écoutez, je vous avoue que la raison pour laquelle j'ai acheté ce livre est méprisable, étant donné que c'est pour l'esthétique. Mais pour autant, bah écoutez, j'ai adoré, donc quelque part, tant pis et tant mieux. Ce livre est un format relié qui est sorti pour 25 € et c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Je pensais au début que c'était Le Petit Chaperon Rouge étant donné la couverture, c'est ce que ça m'inspirait, mais en fait pas du tout. Nous sommes sur un récit qui se déroule à la 3e personne, donc pareil, si vous voulez que ce soit avec un « je » constant, ce n'est pas pour vous. Pour autant, je trouve que les émotions des personnages sont globalement bien détaillées, mais je suis d'accord pour le coup pour dire que la première personne aurait été très sympa et m'aurait peut-être aidé à m'attacher davantage au personnage, ce qui n'a pas été le cas du coup, malheureusement. Ceci dit, quant à l'histoire en elle-même, je l'ai beaucoup appréciée. J'ai retrouvé du coup la vibe un petit peu de La Belle et la Bête sans pour autant que ce soit très visible. J'ai aimé le lien qu'on a entre les deux sœurs, qui est très fort bien évidemment, et qui m'a touchée. Mais bizarrement, j'ai été beaucoup plus attachée à la première sœur, donc Neve, qu'à la seconde, qui est Red et qu'on suit davantage. Pourquoi? Écoutez, je ne sais pas, je pense qu'au niveau des caractères notamment, c'est Neve qui m'a beaucoup plus touchée. On est sur un monde où la magie peut être mortelle et Red est voué à être donné en sacrifice au loup, ou plutôt au bois sauvage, un lieu que tout le monde craint, que tout le monde redoute, tout simplement parce que personne n'en est ressorti vivant. Bien évidemment, les proches de Red pensent qu'elle va mourir après avoir fait quelques pas dans la forêt. Mais ce n'est évidemment pas le cas, étant donné que Red a également la magie du bois sauvage en elle depuis déjà quelques années, ce qui n'était pas le cas des autres femmes sacrifiées. On va donc faire la rencontre du loup qui n'est autre que la bête dans La Belle et la Bête, et ce personnage-là en particulier m'a un peu frustrée, m'a un peu énervée, il faut le dire, il m'a complètement saoulée parfois. Pour autant, c'est ce qui fait que ce livre est, et ça reste, une histoire assez sympa à lire. Je ne dirais pas que ça a été un coup de cœur, je ne dirais pas que ça a été une de mes meilleures lectures de l'année, loin de là. Pour autant, c'était sympa. La fin se fait sur un cliffhanger, ma foi, assez prometteur, et je pense que je lirai la suite, étant donné ce que j'ai ressenti du coup à cette fin. J'en attends davantage pour le tome 2. Je vous avoue que ce tome 1 est sympa, mais sans plus. Donc le tome 2, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus mouvementé encore, et
qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, vous voyez, parce que là c'était assez introductif mine de rien. C'est un univers assez complexe avec un world building qui est quand même un minimum élaboré, donc bien évidemment que pour un premier tome, on va se concentrer un petit peu sur la présentation du monde et des personnages. Surtout que la magie est très complexe. C'est tout du coup pour mes lectures de ces 2 dernières semaines. Ça nous fait donc 2, 4, 6 livres, ce qui est pas mal. J'ai ralenti un petit peu mon rythme de lecture. Je sais pas, je suis dans une phase où j'ai envie de lire, mais un petit peu moins. J'ai moins le temps aussi, je pense. Pour autant, ça ne veut pas dire que je ne lis pas beaucoup. Je lis énormément. C'est ma passion, c'est quelque chose que je fais à longueur de journée en règle générale. Donc ce n'est pas choquant que j'arrive à 6 livres en 2 semaines. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous fais des bisous et à tout bientôt.